Est-ce que Paprika ce n'est qu'un épice? Est-ce que je peux savoir qui je suis en rêvant? Ou pourquoi la toupie a arrêté de tourner dans Inception? Toutes ces questions, on se les pose dans l'épisode 3 d'Entrepode, où on va parler des rêves. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous. Salut Maxime, comment tu vas? Salut Karna, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Entrepotes pour ceux qui nous découvrent. Et on souhaite la bienvenue également à ceux qui nous connaissent déjà. Oui, totalement. Bienvenue à toutes et tous. Donc, Entrepods, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission qui parle manga et philosophie. On se pose des questions et on essaie d'y répondre le plus possible, plus ou moins sérieusement. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que l'on connaît tous au quotidien, mais dont on sait si peu de choses. Je parle des rêves. Et d'ailleurs, pour bien commencer cet épisode, j'ai une petite question pour toi, Maxime. Dis-moi tout. Est-ce que tu as des rêves? Waouh, je pensais pas qu'on apprendrait à se connaître aussi rapidement. Écoute, hein, C'est faisons les voilà. choses d'emblée, Ça y est, faut que allons-y je faut frontalement. faut que je m'ouvre. Alors, voilà, donc moi, c'est Maxime, je fais des rêves depuis tout petit. Non, plus sérieusement, donc oui, alors c'est très drôle que tu me poses la question pour une simple et bonne raison, c'est que, moi, depuis, très longtemps, je fais des rêves conscients. Tu peux nous définir ce qu'est un rêve conscient? Parce que perso, Et beh un rêve conscient, en fait, c'est bon, bah, comme tout le monde, tu t'endors, tu t'imagines dans ton rêve et de manière plus ou moins, consciente, tu vas, modifier la trajectoire de ton rêve. C'est-à-dire que, on v là, il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve où, j'étais dans un manoir un peu horreur et cetera, ce qui me plaisait pas du tout et je me suis dit, dans mon esprit: «Ah beh, il faut que je sois en dehors de ce manoir» et du coup, je me suis imaginé dans une voiture partant de ce manoir et donc voilà, plein de perceptions, plein de prises de conscience de faits, d'états et cetera. Enfin, c'est très particulier mais voilà. d'accord, OK, je savais alors je crois en avoir entendu parler, mais je savais même pas que c'était possible. Je pensais que c'était juste une légende urbaine, comme Bah, c'est je pareil, j'ai rencontré peu de personnes. Après, enfin, c'est pas non plus, on n'est pas dans un état de veille, c'est-à-dire, comme quand on parle là actuellement. C'est vraiment, on va dire un état, plus ou moins conscient quoi, où on imagine un truc et ça devient, bah, pas réalité, ça devient d'accord, OK. Mais rêve. tu vois, Ouais. ce qui est intéressant dans ce que tu expliques par rapport au rêve conscient, c'est ça, hein? Rêve conscient, hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'est qu'en fait, tu fais mention justement d'un univers, on va dire, qui est de l'ordre de la psyché, de l'ordre Mmh. en fait, de l'onirique. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant parce que le rêve, à l'origine, la définition initiale, c'est une suite de phénomènes psychiques. Mmh mh. Donc, généralement, ce sont des images qui vont se produire pendant le sommeil. Mmh. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de rêve, de manière, on va dire sociétale, sociale, personnelle, et cetera. Le rêve prend de nombreuses définitions, puisqu'on va avoir tendance en fait à le lier à nos ambitions personnelles, Mmh. on va avoir tendance à lier à nos idéaux, au but qu'on va se fixer, et cetera. Mais la définition initiale, elle est liée vraiment au monde du sommeil et Mmh. à ce travail lié à l'inconscient, en fait, au final. Et ce qui est assez drôle, c'est que, de fait, le rêve, de base, tu le mettrais en opposition à celui de la veille, c'est-à-dire le fait d'être éveillé, debout, conscient de la réalité qui t'entoure. Alors que dès que tu es dans un rêve, en fait, toi seul et à la fois spectateur et maître de l'imaginaire, du Mmh. monde dans lequel tu évolues et ce qui amène à une autre définition de ce terme-là, c'est que transposer le rêve à la réalité,
c'est avoir, on va dire, une envie d'échapper au réel, de satisfaire un désir. Mmh. Je rêve de, c'est Mais c'est de m'imaginer l'ordre du moi fantasme, en fait, en exactement, réalité. C'est, totalement. si le rêve est hyper lié, en fait, à la nuit et à l'activité cérébrale pendant une autre forme, en fait, d'activité, tout simplement. Le fantasme, lui, c'est le fait d'avoir un rêve éveillé, en fait, Mmh, littéralement. Et donc, ce fantasme, en fait, ça va va se manifester de différentes façons. Tu vas totalement. avoir le fantasme lié à l'ambition, comme tu le soulignais. Donc, par exemple, le fantasme le plus commun dans notre société, paraît-il, serait d'être riche, de gagner au loto, de gagner Oui, voilà, l'euro, par exemple, ouais, ouais. etc., par exemple. Mais tu as d'autres formes de fantasmes qui sont beaucoup plus, je dirais, terre à terre, comme Mmh, le fait de se dire, bah voilà, dans 10 ans, je me vois à tel endroit de ma vie, en fait. mmh. Alors, au moment où tu vas émettre cet objectif, ça reste de l'ordre du fantasme, mais du coup, tu vas avoir cette impulsion pour transformer ton fantasme en réalité. En fait, il y a une dimension de projection dans l'idée du rêve. Tu te représentes un imaginaire Mm. dans lequel tu vas évoluer. Et si on reste stricto sensu, dans cette dimension, on va dire, qui n'est pas celui de la veille, mais vraiment, rêve quand tu dors, donc un état à la fois conscient et de sommeil, eh bien, c'est un paradoxe que Pierre Carrick va mettre en lumière. Je vous renvoie à l'émission notamment, de France Culture, sur le rêve justement, où, ce dernier, faisait un paradoxe avec tout ce qu'on a dit, entre à la fois, le rêve qui va être étudié de manière biologique, notamment chez, des psychanalystes comme, Lacan, où en fait le rêve, comme on l'a dit tout au long de cette introduction, c'est à la fois un état, d'éveil et de sommeil. On va dire que je suis conscient dans mon sommeil, qui est un peu paradoxal en soi. Et donc cette première perception, qui est au final assez, médicale, assez froide, on va dire, Mm. rentre en opposition avec une vision plus ou moins métaphysique, de la chose, où en fait, c'est à la fois un état d'éveil et d'attention, à ce qui nous entoure. C'est-à-dire, comme ce qu'on disait avec les rêves conscients, par exemple. Ouais. Je suis conscient de ce qu'il y a autour de moi, mais en même temps, je suis passif parce que, j'absorbe tout le contenu, de mon rêve. Parce que généralement, les rêves, en fait, en dehors des rêves conscients qui semblent, alors je dirais pas anecdotiques, mais en tout cas peu répandus ou en tout cas difficilement maîtrisables, généralement les rêves, on les subit en fait au final. Exactement. Et quand on dit «on», c'est surtout «je» en réalité. Oui, c'est Alors ça. pas moi, Maxime, Non, mais non, mais toi en tant qu'individu en fait. exactement. Avec le rêve, il y a toujours une dimension égoïste. Mm. Que ce soit toi ou moi, on ne va jamais vivre le même rêve en fait. Alors c'est intéressant parce que il y a quand même une. Alors j'étais tombée sur un truc. Alors je sais plus exactement ce que c'était, mais il paraît que tu as des rêves qui selon les si tu traverses des événements qui sont similaires sans forcément être qui vont se répéter. Mmh. Genre typiquement moi je sais que il y a eu une période de ma vie. Alors je saurais pas te dire combien de temps elle a duré parce que là je pense que j'ai plus du tout la notion de cette durée-là. Mais pendant une certaine période de ma vie, moi je faisais un rêve qui se répétait constamment. Alors c'était plus de l'ordre du cauchemar réel Mmh. que du rêve. Parce qu'en D'accord. gros, alors, toi, tu le sais peut-être, mais les auditeurs le savent pas. Moi, j'ai grandi en Guyane française. Oui. Et du coup, j'ai pas forcément les mêmes codes sociaux, sociétaux que les gens qui ont grandi en métropole. Et moi, ce rêve-là, c'était. Alors, déjà pour le contexte, j'étais retournée en Guyane. Donc, c'est un de mes grands rêves réels, on va dire. Et donc, j'étais retournée en Guyane. J'étais partie en expédition dans l'Amazonie. Donc, c'est des chemins de terre. Mmh. Oui. C'est des chemins de terre et je me revois descendre de mon 4x4 parce que pour le coup, bah, là-bas, c'est pas la petite Twingo qui va survivre. Hein, C'est la voilà. Fiat 500, elle est dans le Et, fossé, quoi. voilà. Pas de racisme envers les Fiat 500. Mais bon, Non, bien sûr. ça survit pas en Guyane. Et donc, je me revois descendre du 4x4, etc. Et en fait, t'as un buisson juste devant la bagnole qui bouge.
Et moi qui suis très curieuse de nature, je vais regarder ce buisson et en fait, derrière, je me fais attaquer en fait par des cannibales. Et je me Oh fais merde! courser, tu vois? Et OK. ça et à chaque fois que je faisais ce cauchemar alors, je n'ai jamais cherché à comprendre le sens de ce cauchemar, Mmh. mais il est à chaque fois que j'avais des grosses périodes de stress, je pense, il revenait. Ouais. Comme si potentiellement, mon subconscient était en train de me dire: «Fais gaffe, tu vas te retrouver dans une situation où, il y a peut-être danger, quoi». Alors c'est très intéressant parce que justement à travers, tous les points que nous allons aborder, on va pas analyser en profondeur ton rêve. Non, Mais effectivement, on le verra par la suite, certains auteurs ont mis en lumière ces phénomènes de réciprocité réciprocité, ouais. réciprocité pardon et de mise en contexte, d'études et cetera. Mmh. Mais pour, bien commencer cet épisode, aujourd'hui, le format est quelque peu différent des 2 derniers épisodes, puisque on ne va pas forcément suivre, des interrogations, mais plus voir comment différents auteurs et autrices ont pu analyser le Mmh. rêve. À savoir que, paradoxalement, le rêve, c'est quelque chose que nous vivons tous et pourtant, en philosophie, c'est quelque chose qui est très peu étudié. À nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, mais bien Pierre Carrick et il expliquait que celui-ci n'était pas forcément un objet d'étude très répandu. Bah, ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que pour la préparation de cet épisode, je suis allée en librairie, généraliste, donc c'était, Palais Cité Cultura, je crois, de mémoire. Mmh. Donc j'y vais et puis machinalement, je me dirige vers, alors ça devait être psychologie, un truc comme ça pour Mmh. et je ne trouve aucun livre sur le sujet qui m'intéresse, donc les rêves. Et j'en parle avec la libraire, je lui dis: «Je fais excusez-moi, mais est-ce que vous avez, non, c'était philo, c'était philo. Je lui dis: «Je fais excusez-moi, mais est-ce que vous avez des œuvres, enfin des titres, qui aborderaient le rêve d'un point de vue, philosophique et d'éventuellement l'impact que ça peut avoir sur notre construction en tant qu'individu ou sur la construction d'une société?» Ouais. Et elle regarde et en fait, elle me dit: «Ben, je suis désolée, mais en fait, la majorité des titres que l'on trouve sur les rêves, c'est soit, d'un point de vue ésotérique, pardon, et Ouais. donc c'est, de l'interprétation, de la compréhension des symboles, parce que Mmh. encore une fois, ça reste des symboles, Oui. Oui, oui, totalement. soit, c'est dans le développement personnel. Et donc lorsque je suis allée voir, il y avait 2 auteurs qui en parlaient et Mmh. c'était Freud et Jung. Mmh. Oui. Et donc ça a été un peu compliqué parce que je me suis dit: «Mais le rêve, on n'en parle pas, mais Mmh. c'est un truc qui est omniprésent, en fait, dans notre vie quotidienne, dans notre culture de manière générale». Même quand tu Exactement. écoutes, Oui, oui. de la musique, en fait, généralement le musicien, ben, il va projeter ses propres rêves, ses propres angoisses et cetera, quoi. Tu parles des chanteurs actuels, mais au final, c'est quelque chose qui, je déteste cette expression, mais en tout temps, en tout lieu, les hommes ont toujours réfléchi à. Mais, en fait, le rêve, les premières notions sont apparues avec Platon. Ouais, Dès le 9e livre de la République, en fait, Platon parlait du rêve comme un espace entre l'être et le non-être, dans OK. lequel, évolue un ensemble d'opinions. En gros, ce moment-là, ce moment précis où tu n'es ni conscient, ni dans la réalité, Mmh. ni mort en soi, donc inconscient. Mais en fait, ce moment-là, cet entre-deux, c'est là où tu es le plus proche de la vérité. C'est en fait, c'est le lieu où, en fait, on se renseigne sur nous-mêmes. Pour ainsi dire, c'est là où tu vas apprendre à savoir qui tu es réellement. On va dire que la veille, elle, c'est le monde du contrôle. C'est le monde où tu vas te lisser socialement, et le rêve, lui, c'est là où tu vas voir tes comportements les plus tyranniques. C'est là où, en fait, tu vas être confronté à ton désir le plus intérieur. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, ça voudrait dire que mais c'est au final, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup en psycho. Au final, Bah, de toute façon, la psychanalyse emprunte énormément à la philosophie. On le verra tout à l'heure avec Freud. C'est des choses qui s'entremêlent. Mais la philosophie, contrairement à la psychanalyse, a un point de vue bien moins médical. ouais, c'est plus de la compréhension, de la projection, alors que médicalement parlant, on est vraiment dans la maîtrise, en fait, d'un sujet, non? Exactement, On a une approche très scientifique d'un point de vue médical. totalement.
Et OK. ce qui est assez drôle avec la vision de Platon, c'est que quand j'ai commencé à lire, et à découvrir plus ou moins, ce que Platon disait par rapport aux rêves, en fait, cet entre-deux, ce monde parallèle où tu accèdes à ton toi le plus intérieur, mais en même temps, tu subis tes pulsions avec, ton désir tyrannique, beh, en fait, ça m'a fait penser de manière générale à tous ces moments dans les mangas où le héros, l'héroïne est plongé dans une introspection personnelle Ouais. et l'exemple qui m'est venu dès le départ, c'est l'exemple de Soul Eater. OK. Donc, Soul Eater, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga de Atsushi Okubo, paru, chez Kurokawa en 25 tomes, la série est terminée et qui raconte, l'histoire d'élèves qui évoluent dans l'école de Shibusen, pour devenir des meisters. Alors les meisters, qu'est-ce que c'est? C'est, des combattants qui combattent donc avec des armes démoniaques pouvant, prendre, forme humaine et ces meisters, en fait, leur but, c'est de faucher des âmes de criminels Mmh. et aussi, d'éviter, que, l'ennemi, total, l'ennemi suprême, le grand dévoreur, engloutisse, le monde, en fait. Voilà. Et parmi ces apprentis meisters, on suit, Maka et Saul, qui sont un peu les protagonistes sur les 6 élèves qu'on suit. En fait, on suit ces personnages et au bout, du tome, 2 ou 3, c'est le tome 2 pour la Perfect Edition actuellement, publié. OK. Durant un combat, Saul récupère le sang de son ennemi, heu, qui est un sang noir. Et ce sang noir va petit à petit corrompre Saul et va accéder à ses rêves. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, rappelez-vous, je vous parlais de désir tyrannique, de fantasmes, et cetera. Mais en fait, on est vraiment dans ce monde-là, puisqu'il arrive dans un monde, heu, totalement inconnu, une sorte d'antichambre, de manoir Ouais. où joue, du jazz, une ambiance un Feutré? peu exactement, feutrée. Un peu comme dans Persona 5, pour celles et ceux qui connaissent, OK. c'est voilà, un peu feutré et on a l'apparition d'un démon qui va proposer à Saul de tomber dans le rêve, alors dans la folie pour être précis, Mmh. mais pour justement assouvrir assouvir son dé Assouvir. assouvir, décidément c'est compliqué aujourd'hui. Assouvir, son désir le plus sincère, qui est celui d'être fort Mmh. et donc en intégrant de plus en plus ce sang noir à l'intérieur de ce corps, eh bien on a, l'idée du step up quoi, l'état où finalement on est le plus proche de la vérité, Mmh. de son véritable potentiel Mmh. et effectivement Platon, je trouve qu'avec ses lunettes de philosophe, Ouais. aborde le rêve d'une manière, à la fois une opposition entre le contrôle dans la réalité Ouais. et le rêve où là, les pulsions, sont déchaînées, mais des pulsions qui nous ramènent vers un état de vérité. Pas les C pulsions, comme on le connaît, Ouais. dans cette théorie, qui ramènent l'homme à l'état de sauvage. Non. Ouais. Bah, c'est marrant parce que la façon dont tu me l'as présenté, je n'ai pas encore lu le Soul Eater, Mmh mh. mais du coup, ça m'a fait penser à un webtoon qui vient de commencer, D'accord. qui s'appelle, Saint Angel et en gros, c'est des vraiment en gros résumé, c'est 3 anges qui sont envoyés sur terre pour passer leur examen pour devenir vraiment des anges OK. et en gros, elles doivent lutter contre des démons. Contre les démons, d'accord. Ouais OK. et en fait, par exemple, tu parlais d'un démon qui propose, grosso merdo, un deal au Oui. personnage principal pour gagner en puissance et en fait, je trouve que tu retrouves vachement alors, de mon point de vue, c'est quelque chose que tu retrouves énormément dans la religion, dans le sens où tu as cette notion de passer un pacte avec, une entité qui peut t'apporter de la puissance afin de satisfaire tes désirs égocentrés. Mmh. Et du coup, dans Saint Angel, je crois qu'il y a 4 ou 5 chapitres sur Webtoon qui sont sortis, si je ne m'abuse. Et en gros, tu vois certains personnages qui, justement, dans un état de faiblesse,
t'as un moment de faiblesse et t'as le démon qui en profite pour leur insuffler de la puissance et leur permettre justement de libérer quelque chose d'autre. D'accord, ouais. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? On n'est pas Ouais. réellement dans le domaine du rêve, ça je te l'accorde totalement, mais t'as ce parallèle avec la religion que je trouve quand même relativement intéressant et qu'on aura très certainement l'occasion d'aborder dans Oui, d'autres totalement. épisodes, hein. Totalement. À nouveau, il y a cette idée de contrat, en fait. Contrat Complètement. dans un moment, alors, dire que le rêve est ésotérique, on le verra par la suite, c'est Mmh. faux. Mais il y a cet entre-deux, ce monde parallèle où à la fois on ne contrôle pas tout et en même temps on est Mmh. toujours sujet, qui ramène effectivement à, cette idée de pouvoir, de contrôle, et avec des malins génies, C'est ça. qui qui amènent, qui amènent à autre chose, en fait, Mmh. à plus. Totalement. Du coup, on l'a vu avec Platon, il y a toute une idée d'entre-monde, de rêve. Enfin, voilà. Maintenant, j'aimerais voir avec toi Ouais. un autre philosophe, qui a abordé, le rêve d'une manière, autre, mais très intéressante, Ouais. qui s'inscrit, dans le mouvement, de l'idéalisme absolu. On va parler de C'est-à-dire, Paprika. on va parler de Paprika. Oh. En fait, cet auteur, c'est Husserl. Husserl, il OK. fait partie du mouvement de l'idéalisme, qui c'est un mouvement qui dit que, la conscience Mmh. produit la réalité. C'est mon esprit qui met en forme ce que je touche, ce que je sens, ce que je vois, et cetera. Les OK, sensations donc sont déterminées par ma conscience. ça veut dire qu'en fait, pour lui, il y a pas de réalité réelle? Bah, la réalité, c'est celle de ton esprit. Ouais, donc OK. Donc ça veut dire que, par exemple, si je décide que le ciel est vert, le ciel peut être vert, mais pour toi, il peut être bleu? Oui. Non, oui. Non, non, c'est dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autre part des codes sociaux qui vont déterminer Bien sûr. ton ta conception, ta perception, et cetera. Mais c'est dans cette idée-là. Alors Mais bien malheureusement, je suis pas spécialiste, non, donc bien sûr, mais on en ouais. revient, typiquement dans l'épisode précédent, dans le conflit, on parlait de, il y a un moment donné où j'ai fait un parallèle, avec, des créateurs de contenu qui réutilisaient le discours de Doflamingo Mmh, sur, oui, oui. sur la justice et en fait, on se retrouve là. Concrètement, c'est un peu l'idée, c'est que, tu as des codes et ça va définir, en fait, ta perception des choses. C'est ça, c'est ça. OK. Alors à nouveau, si vous vous y connaissez, quant à ce mouvement, quant à cette idée, cette philosophie, n'hésitez pas, aussi à nous contacter, à répondre, sous ce podcast pour, préciser nos propos. Pour revenir au rêve, Husserl, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que lui, considère que le rêve, c'est un mode anormal de veille, à nouveau, un peu comme Platon. Heu, mais c'est surtout un endroit où, le monde ne fonctionne pas comme d'habitude. En Mmh. fait, c'est une autre réalité D'accord. où il y a pas de limite, en fait, et pas de loi. Tout est possible, en fait. D'accord. OK. Et OK, ce qui ouais. nous amène À Paprika. forcément à Paprika. À Paprika, qui a fortement inspiré Inception, et Exactement. cetera. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, pardon, Paprika, donc c'est un film de Satoshi Kon que l'on retrouve également derrière Tokyo Godfathers ou, si je ne m'abuse, Perfect Blue. Ouais, totalement. Excellent Et film. ouais, alors moi j'ai pas vu Perfect Blue, mais j'ai vu, Tokyo Godfathers qui m'avait profondément touché à l'époque. Mmh. Et je pense que si je le regarde, de nouveau, je pense que je me mets à pleurer, mais bon. Et en fait, alors pour ceux qui ne connaissent pas Paprika, on est dans un on est dans un futur plus ou moins dystopique, plus ou moins proche, Ouais. dans lequel, des scientifiques et des ingénieurs, enfin, une scientifique et un ingénieur ont réussi à créer un dispositif qui permet d'enregistrer, mais également de revisionner les rêves faits pendant le sommeil. Mmh. Le but de cette machine, forcément parce qu'il en faut bien un, ce serait d'analyser les 10 rêves afin de mieux comprendre la psyché du rêveur et donc éventuellement de débloquer, de dépasser certains traumas. Et en fait, au cours de l'histoire, très rapidement, les machines sont volées et Mmh. en fait, c'est la panique, dans l'entreprise puisque
utilisées à mauvais escient, en fait, ces machines donnent un pouvoir immense à celui qui va contrôler les machines, puisque du coup, il peut pénétrer dans les rêves d'autrui, Et voilà, les c'est surtout ça. manipuler et Mmh. éventuellement greffer des rêves qui appartiennent à la personne A sur la personne B, créant ainsi un court-circuit chez la personne B. Mmh. Et donc c'est là où ça devient intéressant parce que pour le coup, dans ce film, sans vous spoiler, il y a un personnage qui est le président de l'entreprise qui a une position par rapport à, à ce souhait de comprendre davantage la psyché humaine et éventuellement de soigner des traumas. Mmh. Hein. Ce personnage-là est contre la machine. Il est contre la mise au point de cette machine. Pourquoi? Parce que pour lui, les rêves font partie en fait de ce côté divin. Mmh. Ils ont un caractère divin qu'il ne faut surtout pas aller perturber, qu'il ne faut pas toucher. C'est très drôle que tu parles, du divin parce qu'effectivement alors moi, je l'ai regardé ce matin, D'accord? parce que je l'avais jamais vu auparavant, Paprika et effectivement, la j'ai découvert ce personnage du président que j'ai trouvé très intéressant Ouais, parce que dès son introduction, il se présente comme la figure, de la figure rationnelle de la chose. exactement et figure rationnelle, mais toujours pour défendre Ouais. le rêve en tant que tel, la sacralité de ce rêve Mmh. et c'est très drôle parce que en fait, il pourrait être anti-husserlien parce Ouais, que dans sa présentation, dans la manière dont il défend le rêve, il défend un monde où la loi est maître, en fait, est c'est ça. maîtresse. Tout au long du film, les différents protagonistes plongent dans les Mmh. rêves et évoluent dans un monde où on ne sait pas réellement ce qui fait loi. Quelles sont les possibilités amenées par le rêve? J'avais noté des phrases durant le film que je trouvais très intéressantes, parce que justement, hem à un moment, Eddie, sans la contrainte du corps, l'âme acquiert une liberté infinie. Et je trouve que, justement, le film définit assez bien Mmh. ce que c'est le rêve d'un point de vue, husserlien. C'est un moment où les seules contraintes sont celles de ton imagination, en réalité. C'est ça. Les seules contraintes sont celles de ton imagination, mais également, des contraintes que tu vas t'auto-imposer, en fait. Exactement. Parce que, moi j'ai cette, alors je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu Paprika, mais en gros Paprika, en fait, c'est la représentation le personnage de Paprika est la représentation de la dualité d'un personnage important de Mmh. l'histoire. C'est un espèce d'alter, en fait, c'est un alter d'ailleurs, c'est un C'est alter un alter ego, il onirique, est nommé comme ça, de l'un des personnages, les principaux de l'histoire et j'ai cette scène sur la fin du film où elle se retrouve dans une position, de danger immédiat et tu vois son adversaire qui essaie d'en prendre le contrôle et qui va Mmh. briser en fait son enveloppe et j'étais là, j'ai fait: «Mais quelle horreur!» Déjà de vivre ça dans la réalité, mais en plus de Totalement. ça, de vivre ça dans ton rêve, de te le faire imposer par une personne dans ton rêve, mais quelle horreur! Parce que à nouveau, le rêve, c'est un peu ton sanctuaire où tu es seul en réalité. C'est ton jardin secret. Exactement C'est ton et jardin secret. C'est là où tu vas, dissimuler, en fait, le rêve, pour moi, c'est non seulement ton jardin secret, mais c'est là où tu vas protéger, en fait, c'est ton ch au-delà d'être un jardin secret, c'est ton château et mmh, c'est là où tu vas protéger, en fait, qui tu es réellement. mmh, Qui tu es réellement et quelles sont réellement tes ambitions personnelles. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, oui, totalement. C'est que, par exemple, toi, tu es toi, moi, je suis moi. On va pas avoir les mêmes ambitions, les mêmes attentes, le même vécu, et cetera. On va pas avoir les mêmes traits de caractère et en société, on va pas réagir de la même façon. Pourtant, on va lisser tout ça de façon à rentrer dans des cases et du coup, le rêve, ça va nous permettre, en fait, un peu comme dans Alice au pays des merveilles, au final, Mmh. de déverrouiller la porte et d'entrer dans ce monde où on peut être totalement, nous-mêmes. Ce qui est très important, à travers cette réflexion et à travers l'exemple de Paprika, c'est vraiment
le fait que le rêve est une forme de projection Mmh. du jeu Mmh. réel de l'identité profonde, ce qui nous amène à une autre vision, qui est celle de Kant, Ouais. où la projection est une forme de perception fragmentée. Il faut savoir que Kant n'a pas réellement étudié le rêve, ou en tout cas le rêve est un peu l'élément clé qui n'est pas intéressant pour sa théorie, puisque lui étudie la transcendance de l'humanité, ce qui Ouais. fait comment dépasser notre statut personnel. Et le rêve ne permet pas de se dépasser, mais au contraire, il implique une perception fragmentée, mais D'accord. une perception tout de même. Dans le sens où, si ce n'était pas un monde avec de la cohérence, Ouais. il n'y aurait pas d'unicité, ce serait le chaos. Ah! D'accord, OK. Et dans cette logique-là, Ouais. s'il y a un monde où c'est le chaos, où il n'y a pas d'unicité, ben, on peut penser à un manga dont tu souhaitais nous parler, qui est Dream Maker. Ouais, totalement, ouais. Ouais, pour le coup, alors, Dream Maker, faut déjà savoir que c'est une création française. Mmh. Alors, française ou en tout cas européenne, ça c'est sûr et certain, parce que je sais plus si Silo est français? Français? Je sais plus. Il me semble que c'est une production française de chez Kiyun. Ouais, c'est sûr. Alors, en tout cas, je sais, c'est une exclue Kiyun qui n'a jamais été éditée en France, ça, c'est sûr. Qui a été édité en France. Qui n'a jamais été édité au Japon, pardon. Oui, oui, oui. Pardon, je me mélange. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, l'histoire de Dream Maker, on est dans un monde alors, on est dans un monde fantaisiste, enfin, un peu moyenâgeux, dans lequel les hommes ont perdu leur capacité à rêver. Et donc, en fait, c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on dit que les rêves sont la porte de l'âme, puisque Dream Maker part de ce postulat-là, c'est qu'en perdant leur capacité à rêver, les êtres humains ont perdu une partie de leur âme, et donc une partie au final d'eux-mêmes, de leurs sentiments, de leur voilà. Et donc en fait, pour contrer en fait ce manque, pour pallier ce manque, une solution a été trouvée. Une solution a été trouvée et en fait ça a été d'acheter des songes, donc de commercialiser des songes, des rêves, et de les acheter auprès de Dream Maker, qui sont en fait des espèces de magiciens capables de créer des songes. D'accord. Le truc des Dream Makers, c'est que bon, bah, tu as des niveaux, hein, tu as une hiérarchie au sein de cette industrie, au sein de ces gens. Ce sont pas simplement des gens qui sont là pour créer des rêves et pour faire rêver, ils sont là pour assurer une forme de protection au sein de la société. Mhm. Parce qu'une légende court comme quoi ils auraient terrassé un terrible démon par le passé. Ok, Un d'accord. démon qui essayait d'assouvir sa domination sur le monde. Et donc dans Dream Maker, on suit un jeune garçon qui s'appelle Kyo, qui est Mhm. fasciné. Mais quand je te dis fasciné, c'est-à-dire que son but ultime, c'est d'économiser assez d'argent pour s'offrir un songe. D'accord. Et donc dans son village, tu as un Dream Maker qui officie à la Dream House. Et donc en fait, le gamin, il y va constamment, il fatigue le vieux, enfin voilà, il fait constamment les 400 coups, etc. Ok. Et donc en fait, on va partir de ce postulat-là, et de fil en aiguille, ça va se construire autour des différents songes que peut produire un Dream Maker, de quel va être ton budget pour t'offrir tel ou tel songe, parce que forcément, vu qu'il y a une hiérarchie au sein des songes, t'as pas le même prix, t'as pas le même Ah, budget, ok. tu vois. Et donc le rêve est devenu en fait un produit de consommation à proprement parler. Alors, c'est ultra intéressant. Alors, c'est un manga que malheureusement je n'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse, qui m'intéresse. Mais outre ça, ce qui est un peu le cœur de l'étude de Kant avec le rêve, c'est que celui-ci, en fait, c'est un objet d'expérience. Ouais. Et c'est Le typiquement ce qu'on rêve, retrouve dans Dream Maker en fait. eh ben c'est ça. Et du coup, si tu n'expérimentes pas, Bah, c'est ça, en fait. Et typiquement, là, dans le deuxième tome, par exemple, on rencontre un apprenti d'un Dream Maker, enfin d'une Dream Maker, d'accord? et elle explique clairement que bah, pour l'aider à se développer,
elle lui apprend à faire certains songes, en fait, et donc à expérimenter, Ok, tu d'accord. vois. Et donc c'est là où ça devient hyper intéressant parce que pour le coup, pour pouvoir évoluer toi en tant que Dream Maker, eh ben, il faut que tu expérimentes différents songes et que Hmm. tu expérimentes aussi quelle va être ta spécialité en tant que Dream Maker parce que tous les Dream Makers n'ont pas la même spécialité et tous les Dream Makers ne se valent pas. D'accord. Et du coup, on revient à l'idée de chaque rêve définit chaque personne. Exactement. Sauf Ah, que c'est dans, génial. sauf que dans Dream Maker, pour le coup, le rêve est un produit de consommation et du coup, bah, selon le budget que tu as, tu peux éventuellement commander un rêve spécifique. Ah, putain. On dirait un mauvais scénario où Elon Musk a investi, Non, non, s'il te dans plaît, le pas Elon rêve. Musk. Non, pas lui. Non, mais s'il Ah vous non, plaît. mais là, je commençais à avoir peur parce qu'avec Neuralink, où allons-nous? Où allons-nous? Je te le demande. Loin. Un peu trop d'ailleurs, à mon sens. Un peu trop loin. Mais tu sais que en réalité, petit aparté, Neuralink me fait archi peur. Ah, mais on est d'accord. Ah, moi, ça me terrifie, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu rêves, en fait, si tu regardes toutes les études qu'on a sur les rêves, on ne sait pas comment se construit un rêve. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va, influencer tel ou tel rêve, ce qui va faire que tel symbole, enfin tel élément va apparaître, tel élément machin, etc. En fait, on ne sait pas ce qui se passe, réellement comment un rêve va se construire. Aujourd'hui, comme on l'a dit précédemment, le rêve, ça reste quand même quelque chose de sacré, que ce soit dans Paprika ou même chez nous, parce que pour le coup, le rêve, c'est quelque chose, enfin, c'est des paillettes dans les yeux, quoi. Oui, non, mais totalement. C'est des paillettes dans notre vie. Alors désolé Kevin, les calculs ne sont pas bons, hein. Mais Kevin, enfin, j'ai plus son nom, mais elle rêvait de moulure au plafond, par exemple. Inès Reg. Inès Reg voulait rêver de moulure au plafond. Oui, bah je ne sais pas si elle les a eues. Bah du coup, faudra qu'on la contacte, hein. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, le rêve est un vrai moteur, en fait, chez l'être humain pour avancer de manière générale. Typiquement, quand t'es enfant, alors je sais pas si toi ça te l'a fait, mais quand moi j'étais enfant, souvent c'était bah, tu rêves de faire quoi quand tu seras grande, Mm. tu vois. Et en fait, c'est là où les maîtres, les maîtresses, etc., arrivent à mettre le doigt sur potentiellement ce qui va être un moteur pour faire avancer un enfant. Et bien alors, quelle merveilleuse transition pour arriver sur un autre point, une autre analyse du rêve. On va dire un peu la référence dans le milieu, Ouais. le Goldie Roger du rêve, Kame Sennin du cauchemar, je ne sais pas. Où est-ce que je vais avec cette métaphore beaucoup trop loin? Le Saitama du monde onirique. Oh là là, mais enlevez la plume de cette femme, s'il vous plaît! Incroyable! Quand on pense rêve, forcément, on va arriver dans le monde de la psychanalyse. Ouais. Petit disclaimer, on va rester sur un point de vue philosophique. On ne considère pas ça comme une science, mais bien comme une perception philosophique de cette chose. Et donc, qui est le père de la psychanalyse? Qui a étudié le rêve, on va dire, sous toutes ses coutures? Eh bien, c'est donc Je connais pas son nom, moi. Sigmund Freud. Ah, oui, bah oui, je suis con, putain. Sigmund Freud. Oui, bah oui. Mais bah c'est oui. vrai que, en fait, c'est vrai que moi, j'ai plus Jung que Freud dans la tête. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai plus Jung que Freud. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on va pas l'aborder aujourd'hui, Jung, mais Mais de toute façon, ils ont par rapport aux rêves, ils sont en parallèle tous les deux. totalement. Bon, alors, Time to Shine, j'avoue que pendant 2 semaines, je me suis bouffé tous les bouquins de Freud. Enfin, pas tous, mais Mais presque. une bonne partie. Et du coup, j'ai pu soulever pas mal de points quant à sa conception du rêve. Donc, Freud définit le rêve comme la voie royale de la connaissance de l'inconscient. Le rêve, c'est l'illusion des sens, des idées bizarres, d'apparence, mais en fait, c'est quelque chose de profond. Le rêve, c'est le moyen de satisfaire ses désirs. On l'a Ouais. déjà abordé tout à l'heure avec Platon, mais on va dire que la conception de nos rêves, c'est-à-dire comment sont construits nos rêves, se fait par la volonté de remplir un désir. Tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce que tu rêves de faire plus tard quand tu seras Ouais. grand. Eh bien justement, les rêves, c'est La réalisation satisfactionnelle d'un désir personnel. c'est ça.
que ce soit quand tu étais enfant ou un désir de la veille. Ouais. Voilà. En fait, les rêves, selon Freud, servent de cache pour vraiment répulser le désir inatteignable. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'en fait, de manière consciente, tu te fixes des objectifs qui sont peut-être trop hauts pour toi à l'instant T, mais que le rêve va te permettre en fait de pallier à cette frustration et se transformer en moteur en fait quelque part pour l'atteinte de cet objectif. Alors, je mettrai une nuance sur le terme de des désirs plus hauts, parce que Non mais ce c'est très désir relatif, à, hein. oui, voilà, enfin, ce désir à assouvir, décidément, c'est par exemple, je voulais traverser le passage piéton, le Ouais. feu était rouge, au final, j'ai pas traversé le passage piéton, et le soir, je m'imagine en train de, je sais pas, traverser un pont pour accéder à un château. Ça, par exemple, c'est je mets en scène mon désir de franchir ce Un fameux obstacle. passage piéton. Ouais. Exactement. Voilà. Ça, cette construction, Freud le distingue de deux façons. Ouais. Le rêve, d'un côté, se constitue d'un contenu manifeste, c'est-à-dire ce dont tu te souviens le lendemain. Ok. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit, ouais, je fais des rêves conscients, je me rappelle de ça, j'ai fait ça. Ouais. En fait, c'est qu'une partie de mon rêve. C'est ce dont je me D'accord. souviens. Ok. Parce que, en parallèle, il y a les idées oniriques latentes. En fait, D'accord. c'est le fond de l'inconscient. Et le fond de l'inconscient, comme le dit son nom, c'est quelque chose dont on ne peut pas avoir conscience, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas objectiver, quelque chose auquel notre cerveau ne peut pas mettre une image en réalité. Voilà. D'accord. En fait, dans ces rêves, il y a un contenu que le moi, alors le terme exact, c'est le surmoi, c'est-à-dire le moi qui est défini par les codes sociaux. Ah, ok. Tu vois? Quand ta mère te disait non, tu touches pas à ça, Ouais, plus couche tard, sociale, machin, ou voilà, exactement. simplement, faut dire bonjour, faut dire merci, faut dire. Alors, on est d'accord que ça reste des règles de politesse basiques, mais ça reste aussi des codes Oui, oui, sociaux, quoi. exactement. En réalité, en fait, les idées oniriques latentes, en fait, c'est vraiment tu réalises un désir qui auparavant subissait une résistance, en fait. D'accord, Tu ne ok. vas pas t'en souvenir parce que c'est le fond de ton rêve qui réalise ça, c'est pas la forme. Voilà. Et c'est quelque chose D'accord, dont ok. tu ne te souviens pas. Et du coup, en fait, le contenu manifeste du rêve, c'est vraiment la réalisation déguisée de désirs refoulés. D'accord, ok. Alors, c'est très drôle parce que quand je me suis penché sur ce cas-là, je me suis dit, quand on rêve, on met en scène un contenu, Mm. quelque chose, et cetera. On le met en forme pour développer notre âme, en fait, notre Ouais, tout à moi, fait, ouais. notre et en fait, j'ai pensé à JoJo Bizarre Adventure. Ouais, En fait, ouais. JoJo, donc manga de Hirohiko Araki, publié actuellement chez Delcourt Tonkam avec plus de 100 tomes et Et toujours en cours de sérialisation. exactement, il me semble qu'on est au neuvième arc, enfin la Ouais, neuvième un truc partie. comme ça, ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga qui met en scène, une dynastie, une famille composée des JoJo, c'est-à-dire il y a Jonathan Joestar, enfin Ouais. bref, les Joestar, qui combattent, un ennemi commun, qui lui aussi est immortel et qui va, hanter, on va dire, les différents membres de la dynastie. Mm. Et au bout de la 3e partie, il y a l'apparition des stands. Et les stands, au final, c'est la manifestation de l'âme. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, chaque personne fait un rêve particulier. Et Ouais. ben chaque maître de stand Ouais. va avoir son stand. Ouais, et je crois que chacun, en plus de ça, a ses points forts, ses spécialités pardon, d'attaque ou de défense, même son apparence, en fait, va être unique par rapport au porteur de stand, quoi. Exactement. En fait, je trouve la matérialisation de ce qu'on peut entendre avec les idées oniriques latentes dont on parlait il y a quelques minutes. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au final, le stand, on pourrait le voir sous une forme de rêve qui pénètre la réalité pour se manifester dans un but quel qu'il soit. Et qui brise les lois. Et qui brise les lois. Mais du coup, on en revient aussi quelque part à Paprika. Ah oui, oui, totalement. Parce que Paprika, sur la fin du film, on est totalement dans cette logique-là, où il n'y a plus aucune règle,
Mmh. et tout se mélange, on ne fait plus la différence entre la réalité et puis le rêve. Et d'ailleurs, je me souviens encore, par exemple, de la dernière scène de Inception. C'est une toupie et le mec te dit bah, si la toupie s'arrête, c'est que t'es dans la réalité. Si elle continue de tourner, t'es dans le rêve. Et en fait, personne s'est laissé sur cette interprétation personnelle, quoi. Totalement. Pour revenir à Jojo Bizarre Ouais. Adventure, mais c'est un truc qu'on peut également mettre en lien avec Paprika. En Mm. fait, le rêve déforme la réalité, déforme les lois. Par exemple, dans Jojo's Bizarre Adventure, dans la partie 5, on a un maître de stand qui est capable de régénérer tous les objets qu'il touche. Ouais. On a des pouvoirs de téléportation, etc. Alors, Ouais. c'est quelque chose d'inhérent à tous les mangas qui traitent de pouvoir, de De voilà. science-fiction de manière générale, en fait. Exactement. Mais je trouve que la manifestation du stand amène ce côté idée onirique, en fait. Enfin, vraiment, c'est Ouais, le non, c'est rêve vrai. qui prend forme. Et en fait, comment on met en forme cette opposition entre contenu manifeste, donc ce dont on se souvient, et Mm. les idées oniriques latentes, ben, Freud va expliquer cette mise en forme par deux types de travail onirique. Ok. Donc onirique, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, c'est ce qui appartient au rêve. Voilà. En fait, Freud dit que d'un côté, notre esprit va condenser nos souvenirs pour les mettre en forme dans un rêve. Alors condenser, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce que tu rêves de faire plus tard? Ouais. Bah, en gros, l'enfant, par exemple, met très bien en scène cette idée de condensation. Par exemple, je veux manger une tarte aux fraises et le même jour, mon professeur me dispute. Eh bien, dans mon rêve, je peux imaginer être une fraise en classe et les gens se moquent de moi. Ah. On confronte 2 contenus, on les mélange pour exprimer une Une frustration forme de ou un deuil. frustration, quoi. Exactement. D'accord, ok. Par exemple, je suis dans mon rêve là, tranquille, tu vois, pépouze. Je me dis: «Tiens, je vais me lire un petit One Piece». Par exemple. Par exemple. J'ouvre mon bouquin et je tombe pas sur du One Piece, mais sur un texte de Freud. Toi Bon, qui as ben, on est bouffé sur de la du Freud pendant condensation. 2 semaines. Eh ben voilà, tu vois, on est sur de la condensation. Ok. Enfin, je parle pas d'expérience, hein, bien sûr, ça me serait jamais arrivé. Enfin, Oui. non, mais voilà. Oui, Mais oui, bah oui. oui, Bah. oui, oui. Mais voilà, on est dans cette idée-là de condensation. Et à côté, il y a un deuxième type de travail onirique qui est celui du transfert, du déplacement. Ouais. En gros, je mets une image sur quelque chose de complètement différent pour lui résister. Par exemple, alors je ne fume pas, mais imaginons que je sois fumeur et j'arrête de fumer. Ouais. Et bien, dans mon rêve, je peux remplacer la frustration de ne pas fumer par Ouais. le fait de manger l'entièreté d'un buffet à volonté, par exemple. D'accord, ok. Tu vois, ou par le fait d'acheter l'entièreté de ma librairie. Ouais, donc par exemple, pour quelque chose de peut-être un peu plus terre à terre, je suis frustré de ne pas gagner à l'euro-million, par exemple. Du coup, Mhm. je vais rêver que je dévalise le printemps Haussmann, quoi, par exemple. Exactement. Et c'est comme ça que tu écris Trillion Game publié chez Glénat. J'y suis pour rien. C'est pas moi. Promis, c'est pas moi. Promis, c'est pas moi. Non, mais voilà, enfin, vraiment, il y a cette idée de transfert. Et ça, ce fonctionnement de condenser tes désirs et de les déplacer sur d'autres formes, tu voulais le mettre en relation donc avec Moto Hagio, c'est ça? Ouais, totalement. En fait, alors très récemment, Glénat a sorti 2 anthologies. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est celle de la rêverie, l'anthologie de la rêverie, qui contient l'équivalent de 4 nouvelles. Alors, 3, parce que t'en as une qui est divisée en 2. Mais là, par exemple, t'en as une, c'est la toute première dans l'anthologie, qui est très courte d'ailleurs, qui est hyper intéressante par rapport au déplacement, justement. Parce que t'as le côté ésotérique du rêve qui revient. C'est-à-dire que donc l'histoire s'appelle Un rêve ivre. Et donc, en fait, tu suis 2 individus qui, de premier abord, ne se connaissent pas, mais qui rêvent Mhm. l'un de l'autre et qui font exactement le même rêve. Ils font exactement le même rêve et le rêve se termine toujours de la même façon, Ok. systématiquement. Et en fait,
quand tu avances dans l'histoire, il s'avère que ce rêve qui ne cesse de se répéter serait la projection de leur vie antérieure et d'un amour contrarié. OK, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et donc, très en bien. fait, au final, dans cette... alors, ça reste mon interprétation et ma compréhension de l'histoire, mais le rêve prend une forme, en fait, de messager, de Mmh. prévention de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, puisqu'au final, les deux personnages estiment que, étant donné qu'ils ont ce souvenir, en fait, onirique d'une vie Mmh. antérieure, et qu'apparemment, le schéma se répète de vie en vie, sauf que là, le schéma a été contrarié par un caprice de l'espace-temps, c'est comme ça qu'il l'explique. OK, d'accord. Et en fait, le rêve prend ce rôle de lanceur d'alerte sur ce qui pourrait arriver par rapport à cet amour contrarié. Trop bien. Tu vois OK, ce que je veux dire? OK. Alors je l'ai pas lu, mais j'avoue que pour la préparation de l'émission, je l'avais feuilleté dans ma Ouais. librairie. Alors, histoire de 5 minutes et justement, en fait, je ne comprenais pas parce que j'avais beau paginer, en fait, Ouais. j'avais l'impression de voir une page, on va dire en page, 98 et exactement la même page en 123 et je comprenais pas l'intérêt de l'histoire et effectivement, de ce que tu racontes, Mais enfin, parce que là, je pense que tu étais sur la nouvelle qui a été divisée en deux, qui s'appelle Nous sommes ah 11. d'accord. Parce que pour le coup, donc, un rêve-vivre est relativement court, Mmh, d'accord. mais Nous sommes 11, c'est, je dirais, à peu près 60% du bouquin. Ah oui, d'accord, OK, Donc très c'est bien. un bon truc, tu vois. C'est un bon gros truc. Et en fait, pour le coup, Nous sommes 11 aborde une autre vision du monde onirique, Mmh. puisque du coup, là, on est sur le, la frontière entre la réalité et nos perceptions D'accord. qui est complètement floutée. OK. Tu vois, parce que par exemple, tu parlais de la science-fiction juste avant, Mmh. et en fait, Nous sommes 11, c'est totalement ça. C'est-à-dire que, en gros, on est dans un futur dystopique, enfin, en tout cas, Mmh. dans un futur loin, 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 loin à la Star Wars, Ouais, où en gros, les êtres humains sont partis coloniser d'autres planètes, OK. ils ont rencontré d'autres espèces, d'autres races, etc. Ils ont noué des alliances, blablabla. Bref, je passe le gros de l'histoire. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu as une académie qui permet de former des jeunes, etc., une académie d'élite. En gros, tu as 700 candidats qui arrivent à l'épreuve D'accord. finale. Ok. OK, très bien. Ces 700 candidats-là sont divisés par équipe de 10 et doivent réaliser une mission, enfin ils doivent, en tout cas, ils ont une épreuve à réaliser en équipe. OK. Si, en tout cas, l'équipe que nous, on va suivre, s'il y en a un qui meurt, si voilà, c'est capote. Mmh. Voilà. Donc ils sont 10, ils sont envoyés sur un vaisseau à la dérive dans lequel ils doivent survivre pendant 53 jours. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Ils sont 10. Ils sont Et 10. sauf que lorsqu'ils arrivent dans le vaisseau, ils sont plus 10, ils sont 11. Ah putain, d'où le titre. Voilà. Et en fait, t'as OK. un intrus qui s'est glissé parmi eux. Mmh. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas avoir plusieurs questions sur qui est l'intrus, quelles sont ses intentions, etc. etc. Et en gros, parmi tous les 11 individus qui sont présents, chacun a ses spécificités, chacun vient d'un endroit, machin. Genre, t'as un roi, t'as 2 hermaphrodites, t'as D'accord. un mec, alors dont j'ai oublié le nom, mais il a, si tu lui touches la main, comme ça, en Ouais. frontal, genre paume contre paume, Ouais. si t'as ta main paume contre la sienne, le mec peut deviner si tu mens ou pas. Ah putain, génial, ouais, OK, d'accord. Et donc, il appelle ça de l'intuition. Parce que bah, pour le coup, c'est le plus simple en fait pour expliquer, c'est pas de la télépathie, Mmh. mais pour le commun des mortels, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de terme pour définir ce truc-là, eh ben, il explique ça comme étant une intuition très Mmh. forte. Ouais, à nouveau, on n'est pas dans un concept enfin, ce pouvoir ne fait pas partie de la réalité, quoi. Il fait partie de sa réalité à lui, sauf que, en tout cas, D'accord. pour lui, il existe, sauf que Ouais, comme il est le seul à avoir ce pouvoir-là, bah, pour les autres, on ne sait pas OK. si ça existe vraiment. OK, d'accord, je vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et donc, en fait, ils vont utiliser ça pour essayer de trouver l'intrus.
Et donc, c'est-à-dire que, en fait, en gros, tout le monde va lui toucher la paume, machin, et personne ne va lui mentir. Mmh. Personne ne va lui mentir. Et donc, en fait, il va être en mode, je ne sais pas qui est l'intrus. Et donc, en fait, cette capacité va se retourner contre lui en mode, mais s'il faut, c'est toi qui nous mens. Ah! OK. Et donc, lui, qui est peut-être le plus à même de déceler l'intrus, mais qui va quand Mmh. même se faire rouler dans la farine, devient au final le suspect le plus intéressant. D'accord, OK. Et Tu vois donc ce que je veux dire? par rapport à sa perception, enfin, justement, par rapport à sa perception de la réalité, C'est petit à ça. petit. Et en plus de ça, il va avoir des souvenirs rémanents du passé Mmh. qui vont encore plus induire les autres dans leur a priori de c'est lui l'intrus. D'accord, très bien. Et donc en fait, tu as tout ça, puisque donc l'histoire va venir interroger les personnages sur leur perception de leur réalité. Mmh. Et en fait, ça va également venir titiller la fiabilité en fait de leur perception. Parce que du coup, ce gars-là, lui, il a cette intuition quasi ésotérique, machin, Mmh. qui lui permet de savoir si tu mens, si je mens, etc. Mais comme il ne trouve pas l'intrus, ben, il se demande ce qui se passe avec sa perception, enfin avec son intuition, Bah oui. tu vois. Et donc ça vient un peu interroger tout ça. Puis après, il y a d'autres sujets qui sont abordés dans l'histoire, comme par exemple la notion de genre, de codes sociaux du OK. genre, de est-ce que en cas de trop grande différence entre deux individus, est-ce que ces deux individus peuvent collaborer ensemble dans un but commun, etc. OK. Mais dans les premières pages, tu as vraiment cette notion de OK, la réalité, mais mes perceptions peuvent être impactées en fait. Est-ce que mes perceptions sont vraiment fiables? Ouais. Est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je suis dans un rêve au final? C'est ça. Grosso D'accord. merdo, on pourrait le résumer comme ça. OK. Est-ce Très que bien. mes perceptions sont réelles ou est-ce qu'au final, je les ai constamment imagées? Très bien. OK. Tu Ah, vois? j'aime bien. Très bien. Parce Et que, vas-y. oui, pardon, vas-y. Non, 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 excuse-moi. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais dire parce que, Moto Hagio est un peu une référence en termes de construction narrative. Ouais, Donc, là, nous sommes le 11 février 2024, il y a quelques semaines, il y a eu le FIBD. l'exposition, la FIBD, le Festival international Ouais. de la bande dessinée à Angoulême, et justement, elle a été mise à l'honneur, excusez-moi. Et effectivement, dans toute sa littérature, elle se distingue par une capacité à écrire et à aborder des thèmes, Mmh. mais qui est magistrale, en fait. Complètement. Mais je me souviens lorsque, Le Clan des Pots, la réédition est sortie chez Akata, Ouais, je vais être très clair, le chara-design de Moto Hagio est très, représentatif de l'époque. bien Donc sûr, on très n'aime pas, ça particulier. c'est très personnel. Mmh. Mais en lisant le premier tome, je m'étais un peu interpellée, j'avais été un peu interpellée par l'histoire, parce que je trouvais que ça avait un peu à côté, boys love inavoué, D'accord. tu OK. vois? Et en fait, en me renseignant un petit peu sur Moto Hagio, elle avait expliqué, je sais plus, en interview, je crois, de mémoire, elle avait expliqué que elle, à la base, elle voulait faire du boys love, ou en OK. tout cas, elle voulait faire un truc de garçon, en tout cas OK. catégorisé comme garçon. Mmh. Mais je crois que c'était du boys love. Et en fait, à l'époque où elle s'est mise au manga, c'était extrêmement mal perçu. Mmh. En tout cas, ce qu'elle voulait faire était extrêmement mal perçu. Et donc, elle s'était mise à faire ce qu'elle a fait et ce pourquoi elle est connue aujourd'hui. Mais du coup, elle s'est retrouvée dans cette frustration-là de pas pouvoir faire totalement ce qu'elle voulait parce que ça correspondait pas à ce qu'on attendait de la femme. Oui, d'accord, d'accord. Tu vois, parce qu'à Mmh. l'époque, c'était les femmes devaient faire de la romance et les hommes devaient faire de l'action. Et de mémoire, elle voulait faire de l'action où il y avait un truc comme ça. Et du coup, elle s'est retrouvée à faire un mix entre les deux pour essayer de coller à ce qu'on attendait d'elle, mais quand même faire quelque chose qui lui plaisait, sans forcément totalement assouvir son besoin, son envie. OK, très bien. Très Tu vois. intéressant. Le temps tourne, nous allons aborder un dernier point, qui est donc, le point de vue, nihiliste. Après la psychanalyse, dirigeons-nous vers l'absence d'avenir et beaucoup de chansons de Linkin Park. Heu, avec donc le mouvement nihiliste, le rêve,
n'a pas été le cœur du sujet de ce mouvement. Cependant, il y a des points de vue très intéressants. Mm. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur celui de Sioran, Ouais. qui considère que le rêve, en fait, c'est un moment où en fait, on se dépense. L'ensemble entre rêve et veille est un peu dans la lignée de Schumpeter, Ouais. où il y a une idée de fatigue générale. Ouais. C'est-à-dire que tu te dépenses, comme je l'ai dit précédemment. Ouais. Hello, c'est Maxime du futur. Rapide message, comme la dernière fois, vous l'aurez bien compris, je ne parle pas de Schumpeter, celui qui parle de progrès technique et tout ça, mais bien de Schopenhauer. C'est deux monsieur différents, l'un est plus joyeux que l'autre. Bref, je vous embête pas plus, très bonne écoute. Et avec cet imaginaire où tu es dans un état différent de la veille, mais Mm. où tu as toujours une activité, mais en fait, tous les deux, nous Mm. avons pensé à J'irai te tuer dans tes rêves de Ouais. Kakeru Ninomae, Ouais. publié chez Pika, en Ouais. 4 tomes, série terminée. Ouais. Moi, au départ, ce manga m'avait un peu étonnée parce que je ne savais pas justement à quoi m'attendre. En fait, l'histoire est à la fois très intéressante et très morbide. Parce que pour le coup, en gros, on suit un adolescent dont la sœur a été assassinée 8 ans auparavant. Mais elle a été assassinée dans des conditions atroces. Ah oui, abominable. Ouais, ouais. Ah, c'est abominable. Et en fait, alors, elle a été assassinée par 3 criminels, des adolescents de son âge. Sauf que si nous, en France, on a un certain code pénal concernant les mineurs, au Japon, c'est totalement différent. Et en fait, au Japon, il faut savoir que lorsque tu es mineur et que tu commets un acte aussi violent, ils vont tout faire pour préserver ton visage et ton identité. Mm. Ils vont même te permettre, une fois que tu as purgé ta peine, éventuellement, de repartir de zéro avec une nouvelle identité. Sauf que ce petit frère, qui adorait sa sœur, lui, il savait qui ils étaient, il s'en est souvenu. Il a gardé leurs photos, je crois, de mémoire. En Ouais. tout cas, il se souvient de qui ils étaient. Et il a réussi à les retrouver. Et en fait, lui, cet ado qui s'appelle Wataru, il est extrêmement frustré parce que, en fait, sa sœur a vécu des actes de barbarie innommables, en fait. Elle a vécu l'innommable. Il Ouais. estime que justice n'a pas été rendue. Et en fait, il ne comprend pas pourquoi eux, ils ont le droit à une seconde chance, alors que sa sœur, elle, elle aura jamais de seconde chance. Ouais. Et en fait, lui, au départ, il se met juste à fantasmer qu'il se venge et que il les tue un à un, en fait, pour venger sa sœur. Et finalement, un jour, alors je me souviens plus exactement du comment. Il se fait tabasser. Ouais, non, mais en fait, je sais plus comment le pouvoir se déclenche. Justement, en fait, il me semble qu'il se fait tabasser. Alors, je donnerai pas le contexte exact parce que, enfin, c'est quand même important. Mais il se fait tabasser et du choc post-traumatique créé par la bagarre, en Ouais. fait, il termine à l'hôpital et Ouais. à l'hôpital, il se rend compte que son corps peut Ouais, quitter c'est ça. son Effectivement, ça y est, je son esprit peut rafraîchis la quitter mémoire. son corps. Mais effectivement, à l'hôpital, il va découvrir qu'il a un pouvoir qui s'est déclenché, qu'on va grossièrement comparer au voyage spectral, puisque son âme, en gros, arrive à se dissocier de son corps et à aller voyager dans les rêves des autres. Des personnes endormies, en tout cas. Oui. Et donc, il découvre, plus ou moins par hasard, qu'il peut avoir un pouvoir dans le rêve des autres et influer sur leur vie éveillée, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, on va voir cette notion-là de, au final, il reste un peu éveillé, parce qu'en fait, il se souvient de tout quand il se réveille, et il se dépense effectivement. Et il va même accomplir sa vengeance. Mm. Et donc là, on a ce point de vue de celui qui a le pouvoir dans les rêves des autres peut totalement influer sur leur réalité et éventuellement leur nuire. Alors justement, quand tu dis: «Il obtient le pouvoir», ça fait totalement écho à une autre citation de Sioran qui disait que: «Celui qui rêve est un dieu ivre quand il dort». Et Ouais. donc, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir tous les pouvoirs, en fait. Et du moment où un autre accède de manière consciente à ce dit rêve, eh bien,
c'est cette autre personne qui devient le dieu ivre. Et bien sûr. Et encore, si toi, t'es un dieu ivre dans ton rêve, de mon point de vue, je pense que si t'as une tierce personne qui prend le pouvoir sur ton rêve, ce n'est pas un dieu ivre, c'est juste un dieu, Oui, oui. tu vois. Parce qu'avec la notion de dieu ivre, t'as la notion de un peu malléabilité, de Mmh. un peu what the fuck, un peu incontrôlable, machin. Mais alors que l'autre, lui, pour le coup, s'il prend le contrôle, il le prend à fond. Et alors, je trouve que ce manga fait écho à un autre manga, qui s'appelle, ID Invaded, publié Oui, chez Vega ouais. en 2 ou 3 tomes, il me semble et Je crois que c'est ça, ouais. qui fait surtout suite à un animé, que je vous conseille. Alors à l'époque, je l'ai vu sur Wakanim, enfin je l'avais Il est vu sur dispo sur Wakanim. Crunchy maintenant. Crunchyroll? OK. Donc très bon animé et où en fait, on reprend un peu le concept qu'on avait avec Paprika, avec cette machine qui permet d'intégrer les souvenirs des autres. Mais cette fois-ci, la personne qui est transférée dans le rêve d'une autre personne oublie totalement qui elle est et évolue donc dans un monde sans loi et cetera. Mmh. Ouais, ouais, Et c'est vrai, ouais. l'idée d'activité dans le rêve, en fait, fait totalement écho, puisque le personnage principal, qui est un enquêteur, va tout faire pour comprendre qu'il est dans un rêve et du moment où il va comprendre qu'il est dans un rêve, va tout faire pour changer le désir, la frustration Mmh. qui anime très souvent, ou en tout cas au départ, les serial killers, auxquels il fait affaire. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, je m'en souviens, ouais. Je m'en souviens et ça m'avait ce manga m'avait particulièrement étonnée puisque justement, il est extrêmement alors moi, je l'avais trouvé très bien fait dans le sens où, d'un point de vue graphique en tout cas, dès le départ, en fait, j'avais eu du mal à réaliser qu'effectivement, l'enquêteur était dans un rêve, en fait. Et oui, 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 oui. La construction narrative est géniale d'ailleurs, Ouais, parce que dès le premier épisode, on découvre un personnage, qui découvre tout comme nous, là où il est, avec les règles de ce monde mmh, et on en arrive à penser que, bah, oui, la personne qui est face à nous, ça va être le protagoniste et en mmh, réalité non. C'est un autre personnage. Alors, autre personnage, si je suis sans spoil, je vais dire autre personnage, après bon voilà, je vais pas en dire plus. Mais en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que ouais, il y a cette logique de on va combler en fait, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a abordé jusque-là, mmh, avec cette idée de frustration, de désir, de choses à compenser et ouais, cetera et surtout, ça peut faire un pont avec, notre dernier auteur qui est lui aussi heu, nihiliste, qui est la référence du mouvement nihiliste, qui est Nietzsche. ouais, c'est vrai. Il y a une excellente thèse écrite par, Denis Morin Ouais, qui étudie le rêve dans l'œuvre de Nietzsche OK. et Nietzsche dans sa philosophie dit que, le rêve se distingue de la veille par les valeurs qui y prennent place, par notre manière d'y vivre les événements, ce qui a pour effet de le rapprocher de l'art. Et effectivement, on l'a vu avec ID Invaded, comme je vous l'ai dit, je pensais dès le départ que le personnage en face de nous, eh bien, c'était notre personnage. En réalité, absolument pas. C'était une illusion donnée Mmh, par l'auteur. Et en fait, Nietzsche, justement, montre les liens qu'il y a entre rêve et illusion. ouais, Le rêve, c'est quelque chose de l'intérieur. C'est quelque chose que nous vivons, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. L'illusion, c'est quelque chose d'extérieur. ouais, Mais il y a un format qui met en lien les 2, c'est celui de l'art OK. et Nietzsche dira: «L'appréciation des événements est altérée par rapport à la vie réelle, c'est-à-dire à la vie quotidienne. L'interprétation et l'évaluation lors du rêve ou de l'art sont soumises à une perspective altérée par rapport à la veille. En effet, le rêve et l'art s'affranchissent des contraintes de la vie au profit d'un attrait supérieur. Un nouvel ordre des valeurs, une nouvelle signification de la vie, un renouveau des sens». OK. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais au final, les mangas, dans tous les univers qu'ils proposent, est-ce que nous, en tant que lecteurs et lectrices, on serait pas plongés dans un rêve?» Ouais, dans un sens, oui. Parce que le mangaka ou le scénariste donne vie à un univers qu'il nous propose
de découvrir. Mmh. Et en lisant une histoire ou en la visualisant, comme ça peut être le cas dans un film, dans une série, etc., on n'est pas acteur, on n'est pas créateur. Mmh. On est victime. Enfin, on est victime. C'est un grand mot, hein, mais on est dans une position passive. On n'est pas acteur, Oui. en fait, de l'histoire. C'est un peu comme si on était derrière une vitre teintée et qu'on regardait l'histoire se faire devant nous. On est dépendant des règles propres à cet univers, en réalité. Et c'est ça. On est complètement dépendant des règles de l'univers et des règles que le créateur, donc le dieu de cet univers, quelque part, Mmh. va nous imposer. Et c'est pour ça que, même dans les œuvres, on va dire, les plus réalistes, on reste sur un registre, onirique. Enfin, je vais dire onirique. Par exemple, on citait tout à l'heure, alors non, pardon, c'était en off, mais on citait tout à l'heure, en off, Crying Freeman, Ouais, publié chez Glénat actuellement. ouais, Heu, qui est réédité au format Perfect chez Glénat, ouais. de fait, des œuvres comme, Sanctuary, qui raconte, la montée de 2 frères, frères de cœur, hein, non pas de sang, frères de cœur à la fois dans le monde politique et de la mafia, japonaise, Mmh, et qui décrit un Japon des années 70 en pleine crise ouais. et toute la dureté de ce monde-là. Au final, on reste dans un registre illusoire parce que Ouais. le réalisme, la réalité n'est pas, illustrable, on va dire. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que ça reste domaine de l'illusoire. Déjà, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas japonais et nous n'avons pas vécu cette époque. Donc pour nous, en fait, ça reste juste une espèce de témoignage fantasmé de ce qui s'est passé. Et en plus de ça, concrètement, ça reste une œuvre fictive. Donc même si ça reprend des éléments de la réalité, ça reste une œuvre fictive. Alors, je ne doute pas que des histoires similaires aient pu exister. Je ne sais pas. Mais ça reste une histoire fictive. Donc forcément, ben, même en étant la plus réaliste possible, elle reste dépendante de l'idée qu'en avait l'auteur et de ce qu'il voulait en faire. Exactement. Et Bernard Lahire, a également écrit, sur le rêve. Donc là, on n'est plus du tout dans la vision, nihiliste, hein, Mmh. mais toujours dans cette logique-là, écrivait que, le rêve fait jouer les émotions du rêveur. Il y a toujours une implication de l'émotion dans la construction de ton rêve. Et OK. l'auteur ou l'autrice, de même, va mettre en scène les émotions du lecteur ou de la lectrice pour perturber sa perception, sa Ouais, je vois ce que compréhension tu du veux dire. monde dans Mais lequel elle évolue. du coup, en fait, on pourrait transposer ça, par exemple, tu vois, alors est-ce que tu suis, Jujutsu Kaisen? Alors en manga, OK, t'en es où à peu près? alors attends, J'ai pas envie de te spoiler, mais en gros, Hello, c'est Maxime du futur. Décidément, on ne se lâche plus. On va s'apprêter avec Karna à parler de Jujutsu Kaisen et notamment un événement qui n'a pas été encore publié en France. Donc, si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous invite directement à vous diriger vers 1h14 pour reprendre le fil de l'émission comme s'il ne s'était rien passé. Bref, encore une fois, très bonne écoute. en gros, t'as un personnage qui a été tué OK. et ça a fait un énorme bordel auprès des fans. Alors déjà, c'était un personnage que l'auteur n'appréciait pas nécessairement D'accord. parce que c'est le type de personnage qui est très très compliqué en fait. C'est un personnage qui fait sa vie en dépit de la volonté de l'auteur. Il a D'accord. pris tellement de place dans l'histoire que l'auteur arrivait plus trop à faire ce qu'il voulait avec. Ouais. Et donc il l'a tué et en fait, au final, les fans, enfin il y a eu, énormément de posts, je me souviens: «Ah non, pas lui, oh non, pas lui», machin et cetera. On se retrouve vraiment dans ce postulat de ça joue avec nos sentiments, quoi. Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Je pense à également à un autre manga, Ouais, Pandora Hearts, ouais. qui est un de mes bébés, écrit par, Jun Mochizuki et publié chez Kiyun. C'est une série terminée en 24 tomes et pour le faire rapidement, Pandora Hearts, c'est l'histoire de Oz Vesalius, qui est, l'héritier, d'une des 4 grandes familles de duché et bon voilà, il vit sa vie tranquille avec, sa sœur Ada, son serviteur Gilbert et au moment de sa cérémonie de passage à l'âge adulte,
il est plongé dans un monde qu'on appelle l'abysse et il va rencontrer une chain, c'est-à-dire une sorte de démon qui s'appelle Alice ou B. Rabbit. Ok. C'est clairement inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, hein. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Ça reprend tout l'imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles, ce qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure parce qu'on l'a cité. Ouais. Euh, Il mais ouvert la porte avec la clé, ouais. exactement. Imagine que la clé dans Pandora Hearts, il y en a 15. Et en fait, l'émotion que ressent le lecteur ou la lectrice lors de la découverte de ce manga, en fait, c'est un peu le cœur scénaristique de l'œuvre, puisque, à nouveau, si on considère que l'art est une forme de rêve, le fait que le manga fonctionne majoritairement sur les retournements de situation, Ouais. tout au long de l'œuvre, souligne réellement ce côté, comme le disait Bernard Lahire, l'auteur joue avec les émotions. Ouais. Il joue avec nous, ouais. Exactement. De toute façon, à partir du moment où tu te lances dans une œuvre, que ce soit un manga, un roman, une série, etc., tu restes dépendant de ce que le scénariste veut faire, en fait, quoi Mm. qu'il arrive. Voilà. Bon, là, on a peut-être dérivé par rapport au thème principal, mais je trouve que le rapport à la réalité est un peu on va dire, un écho à la conception de rêve. Mais c'est récurrent. Mais de toute façon, même d'un point de vue, lorsque tu veux analyser tes rêves et les symboles qui sont dans tes rêves, de manière générale, on va toujours essayer de faire un lien avec les éventuelles expériences que tu as pu vivre, les éventuels traumas, le contexte dans lequel tu fais ce rêve. Genre, par exemple, admettons, tu es en couple et en fait, tu te sépares et tu fais un cauchemar, machin. On va essayer de lier, en fait, tes rêves à la réalité pour pouvoir expliquer ces rêves-là. C'est souvent ça, hein. Et on terminera sur cette question-là. Est-ce que les mangaka peuvent produire des histoires, on va dire, qui ramènent au rêve, qui sont la consistance du rêve? Bah oui, parce qu'un rêve, c'est pas forcément la satisfaction d'un désir. Ça peut être une frustration, et c'est ce que disait Bernard Lahire. Il n'y a pas de rêve heureux. Bien sûr. Mais c'est surtout qu'en fait, au tout départ, la définition factuelle du rêve, ça reste une suite de phénomènes psychiques qui se produisent pendant le sommeil. Hmm. On l'a socialement, humainement, psychologiquement déporté sur l'idée du fantasme. Et le fantasme, c'est aussi un synonyme de tout ce qui est chimère, illusion, utopie, etc. Et en soi, au final, le mangaka, pour moi, et je peux absolument me tromper, et je vous laisserai évidemment étayer si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pour moi, le mangaka va donner vie à une forme de rêve, qu'il soit positif ou négatif. Parce que par exemple, tu parlais de Sanctuary, Hmm. mais par exemple, Naoki Urasawa, qui fait quand même des mangas qui sont hyper réalistes, Ah ouais. on est quand même loin du rêve bisounours avec des licornes qui sautent partout et des petits bonbons qui volent, quoi. J'aimerais pas vivre dans le monde de Pluto ou de Monster, quoi. Ouais. Bah, c'est ça en fait, c'est qu'on a quand même, on a tendance à imaginer que le rêve est forcément positif, que c'est forcément un endroit agréable, comme un espèce d'écrin à bijoux. En Ouais. fait, le rêve, c'est un peu un écrin à bijoux, alors que bah, pas forcément. C'est juste une projection de ce qu'on pourrait imaginer ou de nos propres frustrations, en fait. Oui, effectivement, tu vas avoir des mangaka qui, pour moi, dans une certaine mesure, vont créer des histoires qui vont correspondre à la définition quasi littérale de ce qu'est le rêve. Et t'en as d'autres qui vont retranscrire leur propre réalité, leur propre interprétation de ce que Mm. peut ou doit être un rêve. Dans le même genre, alors on a parlé de Naoki Urasawa, mais t'as aussi Junji Ito, Ah bah oui, tu évidemment. vois, qui est quand même connu pour faire des récits horrifiques, cauchemardesques. Parce que le cauchemar, de base, c'est juste un rêve négatif. Exactement. Tu vois. Mais dans le même style, on pourrait également introduire Chainsaw Man, Fire Punch, Oui. des titres comme ça,
même des titres beaucoup plus... par exemple, Les Enfants de la Baleine, dont le dernier tome doit sortir prochainement chez Glénat. Mon Mmh. petit cœur saigne à cette idée. Ah, c'est le dernier tome, dernier. Dernier. Ah oui, d'accord. The Last One. The... Ouais, The pas Another Ultime One. Last One. Ah, waouh. Ok. Et concrètement, Les Enfants de la Baleine, c'est pareil. On est quand même dans... Alors, ça aborde des thématiques qui sont très actuelles et très humaines, mais on est quand même dans un environnement, dans un univers qui est très proche de l'onirique. On est quand même sur des mers de sable, on est sur des îles, des navires qui se déplacent d'eux-mêmes, on est sur des créatures qui n'existent pas. Mmh. Et on a ce mélange entre l'archiviste, dont j'ai oublié le nom, alors que, bon, c'est pas grave, l'archiviste qui se retrouve en fait dans cette répétition de vie, dans l'atteinte d'un objectif, tu vois, ce genre de choses. Donc, moi, je considère aujourd'hui que c'est pas parce que tu proposes une histoire dite réaliste qu'on s'éloigne du concept du rêve. C'est Mhm. juste, la société va l'apercevoir comme étant réaliste parce que tu vas reprendre des codes réalistes, mais ça peut être aussi toi qui retranscris ta vision et donc ton interprétation et donc tes rêves d'une situation. Eh ben, je crois que c'est une magnifique conclusion. Retirez-moi ma plume, c'est ça? Ah, mais c'est même pas une plume, là, c'est un pan au complet. laissons nos amis les pans là où ils sont. Nous n'irons pas au zoo. Enfin, justement, nous irons au zoo pour rendre le pan. Non, mais Bestioles. quelle magnifique conclusion pour terminer cet épisode. Karna, est-ce que tu penses que ce soir, on peut aller se coucher et rêver? Honnêtement, je suppose. Moi perso, je ne me souviens que très rarement de mes rêves. Ok, très Je bien. ne me souviens que très rarement de mes rêves. Et le rêve dont je me souviens le plus, je t'en ai parlé, et tient plutôt lieu du cauchemar en réalité. C'est une horreur. Ouais, je peux comprendre. Cela dit, en parallèle, et ça c'est la dernière, c'est le dernier aparté, parce que de toute façon on arrive sur la fin de l'épisode, l'autre rêve que je faisais qui était très récurrent, et là je pense que c'était une frustration parce que j'habitais en région parisienne et ça manque énormément de verdure. Mhm. Et à l'époque, je rêvais très régulièrement que je montais sur le dos d'un dragon pour voler au-dessus des prairies vertes. Ok. Non, mais esprit débordant. Je crois que je lis un peu trop. Non, mais t'inquiète, dans Inception, ils auraient adoré. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut conclure sur cet épisode. Juste avant de dire les derniers mots, je tenais à remercier tous nos auditeurs et auditrices, car à l'heure où on enregistre cet épisode, donc on est le 11 février, nous avons sorti le premier épisode. Et sincèrement, merci énormément pour vos retours, extrêmement constructifs, Ouais. pour l'accueil qui a été réservé à ce premier épisode. Merci du fond du cœur. Parce que c'est vrai que il est vrai que on n'a pas eu des retours gratuits. On a vraiment eu des retours qui vont nous permettre nous d'évoluer et d'avancer. Donc, si vous avez à nouveau des retours à nous faire quant à la formule, quant à des sujets qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. En tout cas, nous, on se fera toujours un plaisir de répondre. Tout à fait, mon capitaine. En tout cas, je pense qu'on peut se dire au revoir. Merci énormément, Karna. Mais merci à toi Merci énormément à vous qui nous de nous écoutez. écouter. En espérant que vous ayez passé un excellent moment en notre compagnie. Très bonne nuit. Et avant que vous vous endormiez, n'oubliez pas... Le manga est né livre, et partout, il est dans les cases. Incroyable. Bon, ben merci beaucoup. Et bonne soirée, bonne journée, et à très bientôt. Salut, ciao. Ciao. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.